Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Michel Pilote. Bienvenue à l'émission Parole à l'élu. Cette semaine, mes invités, le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin, mais dans un premier temps, le député du comté de Pontiac, Mathieu Ravignan. Monsieur Ravignan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Ça fait toujours plaisir. Évidemment, je ne pense pas qu'on puisse vous rencontrer cette semaine sans parler de la fameuse réforme de l'assurance-emploi qui fait parler beaucoup, pas juste dans le comté, oui dans le comté, mais un petit peu partout au Canada. D'abord, si on prenait le temps, si vous pouviez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que le gouvernement veut mettre en place comme réforme. Bien, essentiellement, ils ont changé la définition d'un emploi convenable. Il y a des prestataires, différents niveaux de prestataires, mais pour les prestataires qui sont saisonniers, par exemple les travailleurs saisonniers, ils ont changé la définition d'emploi convenable pour faire en sorte que l'emploi, on est obligé de chercher un emploi dans 6 semaines, donc le délai c'est 6 semaines, un emploi qui n'a pas rapport à nos spécialités, et puis aussi qui est à 1 heure ou moins évidemment, de la région dans laquelle on se trouve. Donc, on parle habituellement de 100 km. Aux alentours de 100 km, si un emploi qui se présente, on doit l'accepter. Bien, on parle d'1 heure au lieu de parler de kilomètres présentement dans la loi, qui veut dire que potentiellement au Pontiac, les régions vont se vider. Parce que si vous êtes par exemple un travailleur dans l'industrie forestière et puis vous êtes obligé après 6 semaines d'avoir laissé le travail saisonnier, de vous trouver un autre emploi dans une périphérie d'1 heure. Et puis, ils ne nous ont pas précisé si Ottawa fait partie de l'heure. Parce que si on habite à Maniwaki ou à Gracefield, par exemple, et puis on travaille dans l'industrie forestière un petit peu plus dans le nord, bien, ça pourrait être, Ottawa pourrait en faire partie. Oui, tout à fait. Si on est obligé de déménager ou travailler à Ottawa pendant cette saison-là, parce qu'il y a vraiment, il faut se le dire, hein, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de travail à part du travail saisonnier, nécessairement dans une région comme Gracefield ou une région comme Maniwaki. Il faudrait aller à Ottawa, qui veut dire éventuellement les gens vont commencer à s'installer en ville. Donc, ça a un impact sur l'économie de la région, ça a un impact sur les employeurs, parce que les employeurs dans la région, eux, et puis évidemment la Chambre des commerces, elle est très inquiète, ils perdent potentiellement des spécialistes dans des domaines qui sont importants pour eux. Et ce qui fait mal surtout, c'est on doit accepter ces emplois-là, et même si ça ne fait pas partie de notre champ de compétences, ce qui veut dire que, bon, j'accepte un emploi et on parle de, je pense, 70 % du salaire. Si c'est à 70 % et plus là, de ce qu'on gagnait comme salaire auparavant, on n'a pas le choix que d'accepter. C'est exact, et ça a un impact évidemment sur la famille. Je veux dire, quand on perd 30 % de notre revenu comme ça a un impact sur l'économie de la famille et c'est un impact dans notre capacité des consommateurs. Puis il faut se dire que là-dedans, il y a du préjugé du gouvernement. Les gens sont paresseux qui travaillent dans des industries saisonnières, ils ne sont pas présents, ils n'essaient pas de trouver de l'emploi, ce qui, on sait, est faux. Et puis, ils ont mal pensé à leur réforme, surtout pour des régions comme la nôtre. On parle aussi depuis le début de la semaine dernière, je pense, qu'il y a des visites surprises qui sont faites aux gens qui sont au chômage, donc des fonctionnaires qui vont voir, qui vont s'assurer que le chômeur est bel et bien à la recherche d'emploi. C'est pas un petit peu particulier de voir que dans ce contexte-là, on vient s'assurer, on vient voir ce qui se passe avec les... Oui, puis il faut se poser la question, pourquoi maintenant? Oui. Parce que c'est clair que la réforme ne fait pas l'unanimité. Et puis même dans le comté, les gens se mobilisent partout au Québec, dans l'Est. Donc soudainement, pour faire une enquête qui est une enquête agressive, là, on appelle les gens à la maison, on fait des déplacements à la maison des gens. Il me semble que c'est de l'intimidation, particulièrement dans une situation où la réforme passe mal. On dit aux gens, fermez-vous. Hein? Ne résistez pas à la réforme, sinon vous alliez être enquêté. C'est clair que dans beaucoup de cas, puis c'est des cas cas par cas, il faut évidemment faire des enquêtes parce qu'il y a des situations où les gens abusent. Ils sont dans une minorité. Mais là, d'avoir annoncé qu'on va enquêter sur des milliers de Canadiens, on se pose la question, pourquoi maintenant?
Et vous qui avez la chance d'être à la Chambre des communes là, à tous les jours, de voir le gouvernement agir, est-ce que vous sentez que malgré la frustration de la population, est-ce que vous sentez que le gouvernement Harper risque de reculer sur cette réforme-là? À date, non. Je pense que c'est un gouvernement arrogant, c'est un gouvernement qui n'est pas capable d'admettre qu'ils ont peut-être fait une faute, ils n'ont peut-être pas réfléchi à la réforme et l'impact surtout sur les régions et la ruralité au Canada. Et puis évidemment, on parle de pêcherie dans l'Est, on parle de l'industrie forestière au Québec, on peut parler de plein d'industries, l'agriculture, l'écotourisme. Ils ont vraiment mal pensé à la chose. Et puis quand on leur demande des questions en Chambre, ils disent que rien n'a changé. J'aimerais qu'on parle aussi d'un sujet dont vous avez parlé. Là, on a pu voir là, que vous avez réagi, entre autres, sur votre page Facebook, des dépenses de publicité de la part du gouvernement Harper, du gouvernement conservateur. Et pour vous, c'est un petit peu de l'arrogance encore. Bien, c'est un peu, oui, mais aussi on se pose la question, si on regarde au contenu de ces publicités-là, c'est quoi la raison d'être d'une publicité du gouvernement fédéral? Pour nous, c'est d'informer les gens d'un changement de service ou informer les gens d'un changement à un programme. Par exemple, est-ce qu'on a vu des publicités sur la réforme de l'assurance-emploi? Pourtant, moi, j'en ai pas vu, en fait. Oui, moi non plus. Pourtant, ça a un impact énorme sur la population canadienne. On voit des publicités qui sont vides de contenu, qui sont là pour défendre soit le gouvernement et son plan économique, ou défendre une industrie, l'industrie pétrolière. Et puis, ça, c'est pas juste. Faut pas mettre les sous des contribuables pour faire la promotion d'une industrie au Canada. Peut-être les industries au Canada, puis une approche. Donc, c'est vide de sens. Aussi, je veux dire, les dépenses sont énormes. On a parlé de 83,3 millions de dollars l'année dernière. L'année d'avant, 156 millions de dollars. C'est des millions de dollars qu'on pourrait utiliser pour, évidemment, les programmes qu'on a besoin, pour, par exemple, Service Canada, où on a de plus en plus de difficultés d'avoir un service convenable. D'autant plus, entre autres, qu'on fait la promotion des sables bitumineux, alors qu'on sait que la population, en grande majorité, est contre, contre ces sables-là. Mm-hmm. Papier White Birch, on sait que les retraités ont vu leur prestation de retraite, coupée de près de 40 %. On ne s'attend pas à une réponse avant le mois d'avril. Évidemment, comme membre du Parlement, comment vous réagissez? Comment on peut aider ces travailleurs-là, ou en fait ces retraités-là? Bien, on est en contact avec eux souvent, ces retraités-là. Imagine être dans cette situation-là. On vous a promis que vous alliez avoir votre pension à un certain niveau. Là, soudainement, en décembre, on vous coupe 50 % de votre pension. C'est tout à fait inacceptable. C'est l'irresponsabilité de la compagnie. Il y a une loi qui a été passée au niveau provincial qui va aider, sauf qu'il faut qu'elle soit mise en vigueur. La ministre fait son travail, elle a contacté la compagnie. De notre bord au fédéral, il faut absolument changer la loi dans une situation où une compagnie fait faillite. Il faut que les gens qui font partie de l'épargne soient les premiers créanciers. Et on a introduit, et moi-même, j'étais l'appuyeur de ce projet de loi, un projet de loi au gouvernement fédéral, au Parlement, pour faire en sorte qu'on change la priorité des créanciers, parce que pour l'instant, c'est les banques et c'est les compagnies qui reprennent tout, et les pensionnaires sont trouvés sans... Et ce qu'on semble oublier souvent, c'est que cet argent-là des pensionnés ou des retraités, c'est de l'argent qu'ils ont eux-mêmes mis de côté et qu'ils ne retrouvent pas au moment de prendre leur retraite. Tout à fait. C'est vraiment leur argent. Ouais. C'est volé des gens. Mais on pourrait dire la même chose pour la Caisse de l'assurance-emploi. Et puis, les libéraux et les conservateurs ont pigé dans la caisse 57 milliards de dollars. Donc, c'est pas juste qu'une compagnie vole l'argent des travailleurs. Monsieur Ravignon, on a évidemment beaucoup parlé du comté de Pontiac, qui est plus grand que la Belgique. Vous représentez les citoyens qui, à partir de Maniwaki jusqu'ici même, là, dans le secteur de Buckingham, le secteur urbain, un secteur urbain.
Et on sait qu'il y a une commission qui s'est penchée là, sur les différents comtés, refonte de la carte électorale. Je pense qu'on devrait avoir une réponse dès cette semaine pour la redivision des comtés. Effectivement, on va voir. Il y a eu une consultation publique dans l'Outaouais et puis tout le monde était plus ou moins unanime que la façon qu'ils avaient refait la carte électorale n'était pas vraiment très bien réfléchie, ne prenait pas en considération la situation de la région. Et puis, ils ont demandé, Québec a demandé 3 semaines supplémentaires pour faire leur travail. Je pense que c'est un bon signe. Ils doivent être en train de penser peut-être aux consultations, aux commentaires qu'ils ont reçus. Du bord du Pontiac, ils voulaient ajouter une trentaine de municipalités de plus. J'en ai déjà une quarantaine. C'est beaucoup de personnes à servir, beaucoup de maires et beaucoup de conseillers à rester en contact avec. Et puis, évidemment, les routes, ils voulaient ajouter une partie des Hautes-Laurentides. Les routes ne passent pas par là. Il y a une rivière, la Gatineau, qui passe entre, puis il y a seulement certains ponts. Et donc, on ne peut pas servir les gens convenablement, selon moi, avec ce nouveau territoire-là. Et donc, je leur ai proposé de faire autre chose. On verra. Moi, j'ai confiance dans la commission. Je pense que j'ai aussi confiance dans son imputabilité. Donc, on verra. On sait que depuis, en fait, presque 2 ans, au mois de mai, ça va faire 2 ans, vous représentez déjà le comté de Papineau, de Pontiac, pardon. Et comme on disait, c'est très long. Avez-vous eu l'impression d'être quand même physiquement ou humainement en mesure là, de bien servir les citoyens malgré la grandeur du territoire? Je fais mon possible. Je pense que j'ai été très présent, mais effectivement, c'est difficile, plus difficile que, évidemment, les petits comtés en taille de Gatineau. Je fais régulièrement beaucoup de routes. Les routes, des fois, ne sont pas bonnes, mais mes concitoyens le savent. La 105, la 148, pas toujours facile. Mais effectivement, un comté qui est un petit peu plus petit serait plus facile. On a 3 bureaux comparé à un bureau avec mes collègues. Donc ça veut dire qu'il y a plus de travail à faire de bureau. Mais je ne veux pas me plaindre. Je pense qu'on arrive à servir les gens. Et puis, je me déplace autant qu'humaniment possible. Mais reste que c'est difficile d'être présent dans tous les coins à tous les mois. Est-ce que le travail des néo-démocrates en Outaouais, comment ça se passe, le contact là, des députés? C'est essentiel. Le caucus de l'Outaouais, c'est très important. Il y a une bonne d'esprit d'équipe. On collabore sur certains dossiers. Par exemple, le dossier du parc La Gatineau, moi et Nicole, on a travaillé fort là-dessus. On va continuer à le faire. Et puis avec Françoise, évidemment, une partie de mon territoire qui touche le comté à Mme Boivin, Buckingham-Masson-Angers, entre autres. Et donc, on a essayé de collaborer sur évidemment des enjeux qui touchent surtout la ville de Gatineau. Voilà. Bien, écoutez, on va vous demander de continuer à nous défendre, surtout en ce qui concerne la réforme de l'assurance-emploi. M. Ravigna, merci infiniment d'être venu nous rencontrer. C'est toujours un plaisir. Un plaisir. Alors, on se revoit tout de suite après la pause avec le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands prennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Alors, on est de retour à Parole à l'élu et cette fois-ci, mon invité, le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Pedneau-Jobin, bonsoir. Bonjour. Merci de revenir encore une fois nous rencontrer. J'aimerais qu'on parle En fait, j'ai vu ça à l'ordre du jour du dernier conseil municipal, une dépense, le conseil qui a approuvé une dépense de
200 000 qui provient du surplus de l'ex-ville de Masson-Angers. Pouvez-vous nous dire un petit peu là, à quoi ce 200 000 $-là va servir? Oui, c'est un investissement important, Masson-Angers, dans le parc Gilles Maisonneuve, où on investit. C'est là où il y a la piste de BMX. Là. Ça fait qu'on investit dans les infrastructures tout autour. Là. Et le 200 000 c'est une partie de la somme qui va être investie. Il y a quelques centaines de milliers de dollars. C'est assez gros comme projet, qui viennent des budgets normaux de la ville d'infrastructure. Donc, ça permet de faire on sait que c'est un parc qui est très utilisé. Là. Ça fait que le parc va faire un bond en avant là, il va être plus beau, plus efficace. Donc, les parcs dans l'Est qui vont continuer de s'améliorer. Oui. On en a parlé, Beauchamp-Ville dans notre secteur et aussi à Masson-Angers. Donc, des bonnes nouvelles. Aussi des dépenses qui ont été confirmées lors du dernier conseil municipal. On parle de 55 000 $ en tout et partout pour les 2 façades sur l'avenue de Buckingham. Oui, il y a une façade importante qui est celle en face du Lala, l'ancien West Québec Post. Puis on sait que c'est de la brique qui date de 1895, je pense. Donc, quand ça tombe, réinstaller ça beau, ça prend un investissement important. Puis c'est là où le programme de la Ville, moi, je le trouve bien intéressant, parce que c'est des rénovations qu'un propriétaire seul ferait, mais s'il assume le coût d'avoir un édifice patrimonial tout seul, bien, c'est plus difficile. Puis on y gagne tous à ce que les édifices patrimoniaux soient préservés. Ça fait que dans celui-là, c'est 25 ou 30 000, puis dans l'autre cas, c'est la librairie qui déménage. Là, on en avait parlé. Et pour moi, c'est intéressant parce que c'est la façade et le mur latéral. On va améliorer beaucoup ce petit coin de rue principale. Là. On ne peut pas parler de la rue principale ou de l'avenue de Buckingham. On est habitué de parler de la rue principale sans parler du poulailler. Vous nous aviez parlé, là, on sait qu'il y a un avis de démolition qui devrait être en vigueur à partir du 19 mars. Est-ce que ça veut dire, M. Pedneau-Jobin, que l'édifice va être démoli le 19 mars? Non, malheureusement. Ça dit qu'on a le droit, que le promoteur, en fait, s'il demande un permis de démolition, il donne, puis c'est réglé, il y a ça, il vient au centre de service, puis c'est fini. Par contre, puis c'est ça que je trouve important de dire, c'est que c'est un édifice privé. Ça fait que c'est quand le promoteur décide de démolir qu'il démolit. Nous, à partir du 19 mars, il a le droit de le faire. Puis pour moi, le plus tôt sera le mieux, mais c'est vraiment une décision d'affaires en vertu de l'évolution de l'ensemble du projet. Donc, ça va-tu être au printemps? Est-ce que ça va être cet été? Est-ce que ça va être à l'automne? Je peux pas. C'est vraiment une décision du promoteur, mais la Ville, à partir du 19 mars, on a fait notre devoir, puis on est prêt à laisser aller. Là. Ce qui veut dire qu'on risque malheureusement de voir là, cet édifice-là quand même pour un bout de temps sur l'avenue Buckingham. Oui, moi j'aurais aimé que ça se fasse en même temps que le déménagement de la librairie, par exemple, pour que tout se fasse, mais disons que sur 7-8 mois, là, ça devrait être parti. Là. Donc, on s'en rapproche, ça fait quasiment 20 ans qu'on attend. Buckingham en fête, M. Pedneau-Jobin. On sait qu'on attend toujours une décision et vous êtes le porte-parole. C'est vous qui allez donner la bonne ou la mauvaise nouvelle. Où on en est rendu en ce qui concerne les décisions pour l'édition de 2013? Ce qu'on a fait, en fait, hier soir même, j'ai eu des communications avec la personne qu'on avait rencontrée au cabinet du ministre Coteau. Les discussions sont encore en cours au ministère. J'ai envoyé un certain nombre de précisions. Moi, j'essaie d'avoir de l'aide, des budgets discrétionnaires des ministres et tout ça, là, parce que quand un déficit, il n'y a personne qui finance ça. Là, les commanditaires ne le financeront pas. Ça prend de l'argent. J'ose pas dire ça comme ça, on va me faire lancer des tomates, mais de l'argent facile. Là, quand c'est un discrétionnaire, bien, on décide de l'allouer à ça, puis c'est fait. C'est à ça que ça sert, d'ailleurs. Ça fait que j'ai pas de nouvelles encore, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent. L'Estacade a rencontré le conseil d'administration de Buckingham en fête. Les chiffres se confirment de plus en plus. Là. On pense qu'on va être dans le niveau de déficit qu'on avait en tête au début, là, il y a 2 semaines, mais on n'a pas de papier vérifié. J'attends ça, en fait, d'une journée à l'autre. Ça fait que ça avance, mais disons que les 2 prochaines semaines sont cruciales. Là. Vous venez justement de parler du Carrefour culturel Estacade, qui risque de prendre la permanence, on le sait, là, pour Buckingham en fête. Mais vous avez aussi rencontré l'attaché de presse de M. de Macacoto pour parler justement là, du statut de l'Estacade. Est-ce qu'il y a un suivi qui s'est fait depuis ce moment-là? Bien, étant donné que je travaille avec la même personne, donc hier, j'ai parlé aussi de ce dossier-là. Et en fait, j'ai appelé d'abord pour ce dossier-là, parce que c'est plus compliqué, le dossier de l'Estacade. On est toujours dans la même... puis c'est un beau cas pour que les citoyens comprennent la difficulté du système, c'est que c'est dans une école. Fait que le ministère nous dit, on ne finance pas des salles dans les écoles. Nous autres, on leur dit, bien, notre salle
est dans l'école, mais c'est un tiers. C'est pas l'école qu'on finance, on finance l'estacade. Puis la salle était estimée, si je ne me trompe pas, à 2,5 millions, là, juste la salle. Ça fait que si on devait construire quelque chose en dehors pour ne pas être dans l'école, ça coûterait juste plus cher à tout le monde. Fait qu'on retourne au ministère en disant chalez-nous pas avec le fait que c'est dans une école. C'est un tiers, c'est la salle, c'est celle qui est la plus intéressante, autant dans la livraison de services parce qu'elle est proche des jeunes, que dans les lieux physiques parce que c'est un coût partagé. Ça fait que aidez-nous donc. Fait qu'on est dans cette discussion-là, puis pour le ministère, c'est délicat parce que si on le fait ici, c'est quoi l'impact ailleurs au Québec, etc. Mais moi, j'insiste, là, il ne faut pas que ça soit la réalité qui se transforme en fonction des règles administratives. Il faut que ce soit l'administratif qui s'adapte à la réalité. Puis notre réalité est bien intéressante avec cette salle-là. Fait qu'on est là-dedans. Je vais peut-être vous poser une question à laquelle vous ne pourrez pas me répondre. Vous ne savez peut-être pas la question, mais est-ce que le Carrefour culturel Estacade est unique, si on veut, au Québec en ce qui concerne l'administration d'une salle de spectacle à l'intérieur même d'une école? Je crois pas. Je vous le dis comme ça, là, je crois pas. D'après moi, le modèle est assez unique, là, le nombre de partenaires, puis qui est là, puis tout ça, mais des salles dans des écoles qui sont utilisées pour d'autres choses, il y en a. Il y en a même à la ville où c'est pas dans les écoles, mais disons que c'est un centre communautaire qu'on partage avec une église, par exemple, dans le plateau, là. Donc, des partages comme ça, il y en a. Parce qu'on sait que, par exemple, à Louis-Joseph Papineau, c'est pas un organisme communautaire, c'est vraiment un diffuseur privé là, qui administre la salle. Donc, que ce soit... En fait, c'est à voir. Pour moi, ça se ressemble, en fait, comme modèle. Là. Eux sont privés, l'autre est communautaire, mais en fait, ça reste du privé au sens strict. Là. C'est pas l'État qui est là. Un des problèmes qu'on a à l'est de la ville de Gatineau, spécifiquement là, dans le secteur de Buckingham, c'est de trouver pas de l'emploi, mais du logement pour nos personnes âgées. On sait que beaucoup de nos aînés quittent pour s'en aller dans les résidences à Gatineau. Et on sait aussi que les résidences du Bel-Ange, un projet de 8,5 millions qui va bientôt ouvrir en juin prochain, et les résidents se sont rencontrés, là, les premiers résidents se sont rencontrés. Et ce projet-là est important pour le conseiller. Il est important pour tout le monde parce qu'on a un certain nombre de places subventionnées là-dedans, donc c'est pour des gens qui ont moins de sous. C'est le seul endroit, en fait, à Gatineau où il y a une pénurie de logements pour les personnes âgées. Ailleurs, c'est l'inverse, il y en a trop. C'est pour ça que c'est difficile, ces dossiers-là, parce qu'on nous dit on ne le finance pas, il y en a trop à Gatineau. On dit arrêtez le Gatineau, là, on est à 60 km de l'autre bout de la ville, et les gens veulent rester dans leur communauté, ils veulent rester près de l'endroit où ils ont grandi, près de leur hôpital aussi. Ça fait que c'est une excellente nouvelle que ça ouvre. Là. Moi, je suis vraiment excité. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont contentes. Il y en a d'autres que ça va être plus dur parce qu'ils n'ont pas été acceptés. Donc, il faut trouver d'autres avenues, puis il n'y en a pas des tonnes dans le quartier. Il n'y a pas des tonnes dans le quartier, mais il y a un projet dont on parle depuis un bout de temps, et vous nous en avez vous-même parlé. Construction sur l'ancien terrain de la laiterie Château. Est-ce que le dossier avance tranquillement? En fait, c'est la seule chose que je peux vous dire, c'est oui, parce que c'est des dossiers privés, mais je peux vous dire qu'il est bien vivant, qu'au centre de service, on est en lien avec le promoteur. Malheureusement, je ne veux pas donner de faux espoirs aux gens, là. Je ne veux pas m'avancer trop. De toute façon, je n'ai pas le droit, c'est le promoteur. Mais disons que ça avance. C'est pas mort du tout, là. On progresse avec le promoteur. Ce qui veut dire que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se bâtit du côté du Bel-Ange qu'on a laissé... Ah non, il y a un besoin, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, là. Puis quand on va avoir construit celui-là, il va en manquer encore. Il va en manquer moins, puis on va avoir fait un bon pas en avant. Mais il va en manquer encore. Quand vous avez mis sur pied le parti Action Gatineau, vous avez, et je me souviens très bien, vous avez dit que, bon, des lignes de parti, il y en aurait dans certains dossiers. Il y a certains dossiers où chacun des conseillers qui sont membres du parti pourrait voter selon sa conscience. Et j'ai envie qu'on revienne un petit peu sur le dossier de Connotte. Je vous vois venir. Oui, le dossier de Connotte la semaine dernière. Tous les conseillers qui sont membres, sauf Mme Apollon parce qu'elle était absente, ont voté contre le projet d'écoquartier à Connotte, enfin, une partie de l'écoquartier dans le secteur d'Elmer à Connotte. Est-ce que c'était une ligne de parti, M. Petneau-Jobin? Deux réponses. Une, sur d'autres choses d'abord. L'écoquartier, il n'y a personne qui est contre ça. C'est vraiment sur le modèle de développement d'Elmer qu'on a voté, mais on en reparlera un autre jour si vous voulez. Non, il n'y avait pas de ligne de parti.
En fait, au moment où M. Laframboise, entre autres, a annoncé son vote, je l'apprenais en même temps que tout le monde. Puis si on a écouté les débats, on voit qu'il était tout à fait déchiré. M. Anger, d'ailleurs, aussi était déchiré dans ce dossier-là. Moi, André Laframboise fait de la politique depuis 17 ans à Aylmer. Moi, ça ne me vient même pas à l'esprit d'essayer de dire à André Laframboise de voter dans mon sens s'il n'y croit pas. M. Laframboise était tout à fait favorable au projet. Il y avait un enjeu qui, pour lui, est important et pour lequel il n'y a pas eu de réponse. C'est l'enjeu du transport. Alors, on sait que le chemin d'Aylmer est déjà extrêmement occupé. On va enlever des places, 280 places de stationnement incitatif. On va rajouter des autos sur la route. C'est vrai que dans un quartier conçu comme ça, on en rajoute moins, mais on en rajoute pareil. C'est quand on dit 30 de moins de gras, il y a du gras pareil. Puis là, c'est 30 de moins d'autos, mais il y a des autos pareils. Fait que c'est juste sur cet enjeu-là. Mais encore une fois, la ligne de parti, ça a ses limites. Il faut qu'on s'entende sur les enjeux. Puis quand je face un dossier comme ça, qui a une importance pour moi gatinoise, là, ça dépasse un peu Aylmer, mais c'est pas vrai que je vais dire André Laframboise comment voter. Là. Mais on a M. Psenac qui va arriver avant le Congrès avec une espèce de charte de la dissidence pour encadrer ça. Mais même, admettons qu'on voulait une ligne de parti très stricte, là. Ce qui arrive à Québec et à Ottawa, c'est qu'on dit « tu ne seras pas ministre si tu n'auras pas telle chose ». Au municipal, si on ne s'entend pas sur le dossier de fond, là, le maire n'a pas grand-chose à... ça devient de la politique plus saine, tant qu'à moi, parce que c'est pas je t'achète, puis je t'offre quelque chose, puis tu le prends, tu le prends pas, puis tu te fermes par ailleurs. C'est plus sain un peu. Puis dans le dossier de Connotte, moi, ça a été des discussions, ça a été des discussions intenses entre nous autres, là. Mais le résultat final, comme je vous dis, avant qu'on vote, je ne savais pas. Donc, pas de ligne de parti en ce qui concerne ça. Et c'est régulier là, que tous les membres ne votent pas pour... Bien, on a eu plusieurs enjeux. Sur la STO, j'ai carrément affronté M. Laframboise. Il dit le budget est trop élevé. Moi, je dis c'est pas vrai, le transport en commun, on en a besoin. Ça fait qu'il y a des sujets où on n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de petits sujets où on vote les uns contre les autres. Mais ça paraît plus quand on vote ensemble. Voilà. Bien, M. Perneau-Jobin, merci infiniment. On se revoit évidemment la semaine prochaine. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Mon nom est Michel Pilote. Au nom de toute l'équipe, bonne fin de soirée sur nos ondes.